L'État français a un plan pour vous avec le HCSF, c'est 35% de taux d'endettement. Votre rôle, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en tant que passionné d'IMO, pour votre famille, pour vous, pour votre futur, c'est de faire exploser ce taux d'endettement et d'aller plus loin au-delà avec des projets rentables. Donc on a acheté environ 150 biens, je sais pas, le patrimoine, je dirais que c'est dur parce qu'en plus là, les valorisations peuvent évoluer, mais un peu plus de 25 millions d'euros de valeur. Mais au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a amorti et là, ça fait une énorme différence. Et là, du jour au lendemain, vous devenez riche. Moi, mon rêve ultime, c'était de me dire comment je peux faire en sorte que si mon neveu, donc le fils de ma sœur, si le gamin veut faire HEC et qu'il a le potentiel de faire HEC, comment moi, je peux avoir le rêve de pouvoir l'aider financièrement juste là-dessus. Tu vois, ça compte. Et beaucoup de personnes me disaient, mais pourquoi tu dis maintenant alors qu'avec les taux, c'est absolument pas rentable? Est-ce que tu penses que c'est un frein à quelqu'un qui voudrait aujourd'hui se lancer dans l'immobilier? Le fait que les taux s'approchent des 5% sur 25 ans, que les crédits soient de plus en plus durs à avoir, est-ce que c'est encore possible au final de faire tout ça? Quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui? Alors, les conseils, c'est quoi? C'est déjà... Hello Manuel. Salut. Comment tu vas? Écoute, génial. Merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de venir. Avec plaisir. Avant de te laisser un peu te présenter aux auditeurs pour savoir un peu ce que tu fais, qui tu es, etc. Je vais revenir un peu sur comment je t'ai connu. Ouais. Donc, je t'ai rencontré à l'occasion du salon de la location saisonnière à Paris. Ouais. Donc, c'est un salon, pour ceux qui connaissent pas, qui réunit donc un peu tous les investisseurs dans le domaine de la courte durée en France, donc ouais. Airbnb, et tous les acteurs qu'il y a autour. Donc, il y avait des fiscalistes. Très bel événement. Très bel événement. Il me semble que c'était une première d'ailleurs. C'était une première. Ça sera réitéré cette année. Ouais. C'était super intéressant. Il y avait donc des notaires, des acteurs d'Airbnb, de Booking, des gens dans les travaux. C'était super intéressant. Et à cette occasion, il y avait notamment ta conférence, donc avec ton associé, Michael Zonta. Ouais. Et dont le titre, si je me souviens bien, était quelque chose comme Comment vivre de l'immobilier, le guide complet. Donc ouais. Un titre un peu aguicheur, le plus aguicheur de la conférence. Ouais. Mais au final, c'était une très bonne conférence, celle que j'ai préférée. Beaucoup. Pour le coup. Merci. Parce que non seulement vos parcours étaient super inspirants, mais en plus il y avait énormément de conseils super pratiques. Il y avait des questions qui ont été posées, des questions plus techniques, et vous avez vraiment répondu précisément. C'était pas que les grandes phrases du type il faut travailler dur, la persévérance, même si ça marche aussi, on sait. C'est les deux, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. On aura l'occasion d'en parler. Mais voilà, en tout cas, c'est à cette occasion que je t'ai rencontré. Par la suite, je t'ai contacté et de fil en aiguille, t'as gentiment accepté de venir ici pour c'est un plaisir. Nous partager ton parcours, ton expertise. Donc, si tu peux commencer par te présenter un peu ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Ce serait super. Donc, moi, je m'appelle Manuel Ravier, j'ai 37 ans. Je fais de l'immobilier depuis un peu plus de 10 ans. J'ai 2 enfants, j'habite à Paris. Qu'est-ce que je peux dire sur mon parcours? Donc mon parcours, moi j'ai un parcours pas forcément orienté entrepreneuriat initialement. Je vais te raconter des anecdotes croustillantes. Un peu croustillantes. Comment je suis vraiment arrivé à l'entrepreneuriat, mais dans l'immobilier pur, j'ai démarré après mes études avec Michael, mon associé. On a voulu créer juste après nos études une entreprise. Donc on sortait lui de l'EDEC Business School, moi j'étais diplômé en droit des affaires et en finance de la Sorbonne. Okay. Je avais toujours voulu être avocat et puis de fil en aiguille, je suis devenu entrepreneur. Et donc, on a démarré dans l'immobilier initialement avec la volonté de créer une agence immobilière pour les étudiants. Okay. Ça a commencé comme ça, en fait. Peu de gens le savent. Un projet entrepreneurial. Voilà, l'idée, c'était Imojeune. Ça existe toujours, imojeune.com. Aujourd'hui, c'est un très gros portail de logement étudiant où vous pouvez diffuser d'ailleurs vos annonces de location gratuitement. Et donc, on a lancé Imojeune et très rapidement, au bout de quelques mois, on a un professeur de l'EDEC Business School de Michael qui lui a dit « Est-ce que vous pouvez m'aider à développer mon patrimoine » parce que j'ai pas le temps. Il avait déjà 25 appartements à Toulouse, ce monsieur. Et on a fait une première opération pour lui qui était une division. On a démarré comme ça. Quand vous étiez étudiant. Comment? Quand vous étiez étudiant. Non, ça c'était un an après. On avait démarré la boîte et on avait créé ce concept de logement étudiant en ligne. Et il nous a dit est-ce que vous pouvez m'aider à développer le patrimoine? Et puis très rapidement, ce qui était un premier side project a démarré et on s'est mis à accompagner les investisseurs. Et aujourd'hui, donc investissementlocatif.com, notre société a réalisé environ 3000 projets en France. On est présent dans une vingtaine de grandes villes et on aide les gens à investir dans l'immobilier ancien avec la partie recherche du bien, la partie suivi des travaux, ameublement, la partie location-gestion, donc une offre clé en main. Et l'an dernier, c'est environ 600 projets juste sur l'année 2022, puisqu'on est en 2023. Environ 600 projets l'an dernier et qui ont été réalisés, qui vont du studio jusqu'à l'immeuble entier. On va être à peu près sur un niveau un tout petit peu plus bas en 2023.
On pourra en reparler parce qu'il y a une crise immobilière en cours, sur les volumes en tout cas. Mais on est environ sur 500 projets cette année, ce qui fait plus de lots, puisque parfois on a des immeubles entiers qui peuvent compter 10, 15, 20 lots. Donc des projets assez gros. Super intéressant. Mais du coup, si on revient un peu au début, est-ce que c'est via ce side project que tu as découvert l'immobilier, ou est-ce qu'avant tu avais déjà des connaissances dans le domaine? Est-ce que tu avais déjà fait un premier investissement perso ou Alors ouais, l'immobilier, déjà l'entrepreneuriat. Comment j'ai découvert l'entrepreneuriat? Moi j'étais étudiant, ce que je disais, en droit, et j'ai toujours voulu vendre des choses, apporter de la valeur, même sur des petites choses. Quand j'étais au collège, je me rappelle, j'achetais les tours de CD. Alors là, c'est une autre génération, j'ai 37 ans, ceux qui ont mon âge comprennent. On achetait des tours de CD gravables, on gravait des CD, et donc je revendais ça. Ensuite, j'ai fait du business sur eBay à l'époque. eBay cartonnait en France. J'achetais des choses à l'étranger, je les revendais, des jeans, des choses comme ça. Ensuite, j'ai eu ma période ado, il y a prescription, c'était il y a très longtemps, où je faisais pousser de l'herbe. Ouais. J'en vendais pas beaucoup, c'était pour ma conso perso, mais je fumais à ce moment-là, j'étais étudiant, il y a très longtemps. Mais ça m'avait intéressé, et surtout, en fait, j'avais découvert à ce moment-là les communautés en ligne. Et ça a eu son importance dans ma construction. Et en fait, chaque petite chose, chaque expérience est importante, puisque avec ça, j'étais sur des communautés en ligne. À l'époque, c'était Canaweed, ça ne s'invente pas. C'est collector, et donc j'ai découvert l'aspect forum. À l'époque, c'était pas les groupes Facebook, c'était les forums. De fil en aiguille, je découvre un autre sujet qui est touchy aussi. On me taquine souvent avec ça. C'était ma première entreprise, une vraie société que j'avais créée pendant mes études de droit. Et j'étais coach en séduction comme Hitch, véridique, pendant 5 ans. Et j'organisais des conférences, j'aidais des gens, et j'ai fait ça un peu par opportunité. C'est devenu une vraie entreprise petite. C'est pas la première fois que j'entends ça. Et influenceur connu qui avait il y avait Alexandre Roth dans l'industrie. On était concurrents à l'époque. C'est marrant. Marketing Mania, il me semble aussi. Marketing Mania. Il y en a d'autres. Il y a comment il s'appelle. Il y en a plusieurs qui ont fait des choses comme ça. Alexandre Cormon, qui a une très grosse chaîne YouTube, qui est lui encore dans ce domaine. Donc le coaching dans l'ADN depuis le début. C'était dans l'ADN. Après, le sujet de la séduction, j'en ai un peu fait le tour, et j'avais envie aussi de faire autre chose. Et de fil en aiguille, en fait, je m'étais rendu compte que créer un business, c'était possible à partir d'une idée. J'avais eu l'idée de créer le coaching. On a accompagné, j'avais un associé à l'époque qui était pas le même, et on avait créé un programme, et on accompagnait des hommes, et ça a très bien marché. Et donc c'était super. Et là, on s'est dit, l'entrepreneuriat, c'est possible, et c'est vraiment le message que je veux porter. C'est que tous les auditeurs, c'est que avec une idée et du travail, bien évidemment, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, on peut traduire cette idée en slide, en conférence, tâtonner au départ, démarrer, et on en a fait un vrai business. À l'époque, ça a payé mes études, donc en droit. Donc je gagnais déjà à l'époque 2500 € par mois en étudiant en droit et en travaillant seulement un week-end sur 2. C'est juste un truc de fou. Et ça m'a permis de me dire, c'est possible. Et à la suite de ça, avec Michael, on s'est dit après nos études, c'est possible, donc on va le faire. Et comme c'est possible l'entrepreneuriat, eh bien on s'est lancé avec une idée, encore une fois, dans l'immobilier, de vouloir révolutionner le logement étudiant et de révolutionner l'investissement clé en main dans l'immobilier ancien. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Ok. Et donc dès le début, dès tes études de droit, il y a cet esprit entrepreneurial, ce qui est assez atypique. Parce que en général, c'est justement dans ce genre d'études, les personnes ne sont pas vraiment vouées à faire de l'entrepreneuriat derrière. C'est plus des études pour des postes de magistrat, de juriste, etc. Bien sûr. Et pourtant, toi, donc dès tout petit, tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale. Et donc si on revient un peu à la base, par exemple, toi, ton premier investissement immobilier que tu as pu faire en perso, ou peut-être que la première fois, c'est que tu as accompagné quelqu'un. C'est ça. Est-ce que tu savais déjà toutes les bonnes pratiques? Est-ce que comment t'avais appris tout ça? Est-ce que t'avais eu un entourage qui t'a permis un peu de développer tes capacités, tes connaissances dans l'immobilier? Ou est-ce que tu t'es formé tout seul? Ou est-ce que t'as fait des erreurs au début? Comment ce premier... Alors moi, quand j'ai démarré l'immobilier, il n'y avait pas toutes les formations qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous-mêmes, on propose une formation. On a un truc Invest Academy. On propose une formation avec 20 heures de cours où les gens peuvent apprendre en ligne, se former pour pas faire les erreurs. Moi, j'avais pas ça. On a appris, nous, sur le terrain avec Michael, sur des projets avec des clients, parce qu'on n'avait pas la possibilité de lever de la dette au tout départ. Okay. Et donc, moi, quand j'ai eu la possibilité en 2014 de faire mon premier crédit immobilier, eh bien, je voulais acheter un bien qui aurait été notre résidence principale avec mon ex-compagne, et on voulait acheter 50 mètres carrés à Paris. Et en fait, on a trouvé par opportunité un bien pour le même prix qui faisait 80 mètres carrés qu'on a pu diviser. Et en fait, ça a commencé comme ça. On s'est dit, on va pouvoir diviser ce bien, avoir un 30 mètres carrés qu'on va louer, 50 mètres carrés qu'on habite, et ça va générer des revenus locatifs en plus d'habiter. En plus d'habiter. Et c'est ça vraiment, moi, ce que je veux porter auprès des gens qui nous écoutent, les investisseurs, les entrepreneurs, c'est qu'il faut être opportuniste dans le bon sens du terme. Être opportuniste, c'est pas quelque chose de mauvais.
Ça dépend dans quel sens, mais être opportuniste, c'est on voit concrètement une opportunité là, je voulais acheter 50 mètres, je peux avoir plus grand et avec le revenu locatif, eh bien je vais pouvoir rembourser une partie du prêt. Et j'ai démarré comme ça. Aujourd'hui, c'est un de mes projets les plus rentables. Avec j'ai acheté à 6 000 € le mètre carré dans le 11e arrondissement et ça génère ces 80 mètres carrés 3 500 € de loyer chaque mois. C'est énorme et j'ai un crédit de 2 000 € aujourd'hui dessus. Mon premier investissement. Mon premier investissement. C'est rare. En général, les premiers, c'est souvent des échecs. Ah non, mais ça a été compliqué. Hein. Okay. J'ai voulu faire des travaux moi-même, une partie pour faire des économies. J'ai fait plein d'erreurs sur la partie travaux surtout. Et ces erreurs-là, elles m'ont coûté sur les temps de travaux. Elles m'ont coûté du stress avec les voisins qui étaient pas contents parce que j'avançais le week-end parfois sur des choses. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend en se lançant, en faisant des erreurs. Même si aujourd'hui, je le dis, il y a des formations qui permettent ou des conseils même gratuits sur YouTube. On a une grosse chaîne YouTube aussi, qui permettent d'apprendre des choses et d'éviter un grand nombre d'erreurs. Ok. Et quand on entend ça, on se dit, t'as fait cette première opération, donc super rentable aujourd'hui, génial. Mais il y a beaucoup de personnes, ils font leur première opération immobilière et ensuite ils se sentent bloqués par leur capacité de financement, parce que leur capacité d'endettement arrive vite au maximum, que la banque refuse de les suivre sur d'autres opérations. Et donc au final, ils ont l'impression de pouvoir faire une seule opération et ensuite d'être bloqués. Ouais. Toi, comment t'as réussi à ensuite enchaîner derrière sur diverses autres opérations? Est-ce que c'est grâce à tes projets entrepreneuriaux qui t'ont donné du levier, ou est-ce que t'as réussi à trouver des moyens pour contourner ce limite de l'endettement bancaire? Ouais, alors il y a plusieurs choses. Tu as tout à fait raison. Déjà, c'est pas la même époque. Là, on parle de 2014-2015 quand j'ai commencé. Donc, il y avait moins de contraintes. Il y avait des banques qui finançaient ce qu'on appelle au différentiel. Donc, si en gros l'opération s'équilibrait, c'est comme si on avait zéro crédit. Okay. Un taux d'endettement à zéro, pardon, pas zéro crédit, mais un taux d'endettement à zéro. Et donc, c'était plus facile effectivement avant de scaler. Nous, on a des clients qui ont acheté 30-40 appartements, qui n'étaient pas milliardaires et qui sont devenus très riches avec l'immobilier grâce à nos services et grâce au fait qu'ils ont levé de la dette. Donc avant, c'était plus facile, mais c'était pas non plus facile. Michael dit souvent, sur nos premières opérations, c'est lui qui avait géré le financement et je crois qu'il a eu une vingtaine de refus. Donc en fait, on a eu beaucoup de refus et il suffit d'avoir un seul oui de la banque. Il faut pas se décourager. La première chose, c'est en immobilier, si une banque vous dit non, ça veut pas dire que toutes les banques vont vous dire non. Ça veut dire que certaines banques vont peut-être vous faire confiance. Ça dépend beaucoup de l'humain que vous avez en face. Ça dépend du directeur d'agence. Ça dépend du conseiller. Et il y en a qui vont croire en vous. D'autres qui vont juste vous regarder comme un dossier et qui vont béner le dossier. Donc, ne vous découragez pas si vous avez eu plusieurs refus bancaires. Partez du principe que des refus bancaires, ça arrive à tout le monde, à tous les niveaux. Moi, là, je suis en train d'acheter, on en parlera peut-être après, des biens. J'ai eu des refus. Et j'en ai encore. J'ai des banques qui me disent, Manuel, tu es gentil. On t'aime bien. On a reçu tes bouteilles de champagne sur le dernier prêt, on en parlera. Maintenant, tu vas voir ailleurs parce que tu es déjà trop endetté chez nous. Va solliciter une autre banque. Donc voilà, il faut pas se décourager. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, les conseils, c'est quoi? Les conseils, c'est quoi? C'est déjà d'essayer d'avoir des opérations qui sont rentables, d'essayer d'évacuer tout ce qu'on peut avoir en termes de crédit conso, de restructurer sa dette. Si on a de la dette déjà immobilière, on peut la réétaler sur simple demande auprès de votre conseiller. Et je vous invite vraiment à tous le faire, ceux qui nous écoutez. Si vous avez un crédit immobilier, vous allez dans votre espace sécurisé, BNP, LCL, peu importe de votre banque, et vous dites à votre conseiller, je souhaite exercer ma clause de modularité et rallonger mon prêt. Sur simple demande, on va baisser toutes ces mensualités de 10%. Nous, on a énormément de dettes, évidemment, avec Michael. Combien on a de dettes, d'ailleurs? Quand on arrive à ce stade-là, c'est une bonne question. Je crois qu'on a, je sais pas, je crois qu'on a 700 000 € de loyer entrant par an. Okay. Ou 1 million même peut-être, je sais même pas combien on a de loyer entrant pour être franc. Et on a de la dette en face, on a du cash flow positif mais on a de la dette. Et donc quand on a restructuré tous nos crédits, on a fait les demandes, donc ça a été assez long, et les banques nous ont dit oui. Alors quand c'est du crédit perso, elles sont obligées. Quand c'est du crédit en SCI, à l'IS, donc un crédit sous forme de société, c'est plus compliqué, elles peuvent dire non. J'ai même des banques qui m'ont dit non, une banque en question qui m'a dit non, et dans les conditions c'était prévu, donc je suis allé jusqu'au médiateur du crédit parce que j'avais pas mal de dettes chez elle. Et je me suis pas embrouillé, mais je trouvais que c'était pas juste parce que les conditions qui étaient écrites dans mon contrat de prêt me permettaient de le faire, et mon banquier m'a dit non. Il m'a dit non, donc bref, je passe les détails. Je suis allé jusqu'au médiateur du crédit et là il est revenu mielleux, en souriant, en disant excusez-nous, on s'est pas compris, et il a rallongé plus que ce que je demandais. Il m'a rallongé de 3 ans mes crédits sur des crédits de 20 ans. Donc là, c'est même plus que 10%. Donc il faut pas abandonner. Il faut restructurer, si je récapitule. Donc si on veut concrètement pouvoir emprunter aujourd'hui, on va restructurer sa dette. Si on a déjà des crédits en cours et qu'on a des taux bas,
on va exercer la clause de modularité, on va renégocier potentiellement ses assurances de prêt, on va supprimer ses crédits conso, on va avoir une bonne gestion de compte sur les 3 derniers mois, on va pas aller au casino, on va pas dépenser beaucoup, on va avoir une gestion saine. Et avec tout ça, on va expliquer le projet à son banquier et on va voir déjà s'il suit ou pas. Si le banquier vous dit non, vous allez aller voir une seconde banque, une troisième banque. Là, mon conseil, c'est d'aller voir plutôt des banques mutualistes, c'est-à-dire CIC Crédit Mutuel, qui vont prendre la décision en agence. Pourquoi ? Parce que si votre conseiller en agence Crédit Mut ou CIC croit en vous, il a la délégation, il a le pouvoir de vous accorder un prêt et même de déroger de déroger justement aux règles du HCSF, de déroger justement si vous dépassez les 35% de taux d'endettement qui aujourd'hui sont une limite. Ils peuvent déroger sur 20% des dossiers. Dans ces 20% de dossiers, 30% peuvent être du locatif et 70% de la résidence principale. Donc, il peut déroger s'il en a envie et s'il croit en vous. Et mon autre conseil, c'est que si vous achetez dans votre ville, montez le dossier en résidence principale pour la raison que je viens d'évoquer et également pour d'autres raisons. Les banques préfèrent vous prêter en résidence principale. Eh bien, ils vont préférer vous prêter de l'argent en résidence principale. Donc ça, c'est un petit mensonge, entre guillemets, si vous pensez le passer en locatif, mais c'est pas illégal. C'est juste un montage de dossier et vous avez tout à fait le droit de changer d'avis après et le banquier ne vous dira rien. Il vous dirait juste, je pensais que ça serait ma résidence principale. Finalement, pour l'instant, je vais le mettre en locatif. Voilà. Une fois que vous avez le prêt, c'est plié, il n'y a plus aucun sujet. Ok. Donc, on retient surtout qu'il faut jamais se fermer à la première porte. Exactement. Toujours essayer de persévérer. C'est vrai que beaucoup de gens, en général, dès qu'ils ont un refus de leur banque, pour eux, c'est terminé. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors qu'au final, on peut aller voir les autres banques, on peut aller voir les autres acteurs. Il y a toujours des moyens. T'as parlé aussi, t'as mentionné l'importance d'apporter un projet rentable. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi si tu devais tenir un projet rentable ? Est-ce que t'as des critères ? Par exemple, j'ai fait récemment une vidéo sur les rendements bruts, rendements nets, etc. Est-ce que pour toi, t'as certains critères quand tu recherches tes biens ? Est-ce que la banque, elle aussi, va regarder certains critères plus que d'autres ? Comment tu sélectionnes tes biens ? Quels sont tes critères ? Alors, c'est une bonne question. Moi, je suis pas un chantre de la rentabilité à tout prix. Déjà, c'est très important. Donc, je vais plutôt regarder l'opération dans son global. Pour moi, une opération rentable, c'est une opération qui s'autopaye. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, s'autopaye ? Ça veut dire que ça dépend de l'apport qu'on mobilise. Ça dépend des taux en cours, ça dépend de l'apport. Si je fais une opération à Paris, par exemple, je peux trouver une opération rentable pour moi à Paris, comme je suis en train d'en faire 2 d'ailleurs, hein. J'en ai 2 en cours, on pourra en parler après. Elles sont rentables pour moi et je sais pourquoi je fais ces opérations. Et donc, quand je vais montrer le dossier à la banque, je sais sur quoi je vais appuyer. J'achète à un prix au mètre carré très décoté, avec une plus-value latente potentielle. Et je sais qu'avec l'apport que je vais mettre, ça va s'équilibrer. Forcément, quand je suis à Paris, je vais devoir mettre de l'apport et peut-être plus d'apport. Ça veut pas dire que l'investisseur doit se dire je dois aller à tout prix chercher du très rentable et donc ne pas investir à Paris. Moi, j'ai des clients qui peuvent être des gens qui ont déjà de l'épargne, qui ont déjà des moyens, qui en général gagnent bien leur vie. Et ils veulent investir dans des zones patrimoniales, ils veulent investir à Paris. Je vais pas leur dire non, Paris c'est pas rentable, je t'emmène à Saint-Quentin, qui est la zone de rentabilité par excellence. Je dis pas que c'est pas bien Saint-Quentin. Ils vont me dire, mais Manuel, Saint-Quentin, c'est une ville sinistrée. Certes, j'achète pas cher, j'ai de la renta sur le papier, mais j'ai aucune envie de mettre un pied là-bas ou d'avoir des biens là-bas. Donc, ça serait faire fausse route, en fait. Le point important, c'est comprendre ses objectifs au départ. Avec l'immobilier, et c'est ce qu'on fait nous en premier rendez-vous chez Investissement Locatif. On essaie de dire quel est ton profil ? Est-ce que tu démarres dans la vie, tu veux te constituer un patrimoine et tu as des revenus salariés mais qui sont pas forcément énormes, tu n'as pas beaucoup d'épargne ? Est-ce que tu as 40 ans, tu as très très bien gagné ta vie, tu as une grosse épargne et tu veux placer à Paris pour tes enfants ? Chaque investisseur a son propre projet. Quand on démarre, si c'est la question, je conseille plutôt d'être dans des zones à rendement. Pourquoi ? Parce que je vais pas te dire en démarrant, Thomas, ce qu'il faut, c'est que tu rajoutes 200 000 euros d'apport pour équilibrer ton opération parisienne. Ça n'a aucun sens. Tu les as pas. Et même si tu les as, je te conseillerais pas de les mettre. Donc, je te donnerais pas ce conseil. Donc, je te dirais plutôt, démarre sur une zone rentable. On fait des super projets, nous, en ce moment, à Toulon, par exemple, qui est une zone fabuleuse. On fait des très bons projets au Havre. Là, c'est les zones où nous, on accompagne des clients avec sécurité tout en ayant du rendement. OK ? Si, par contre, tu me dis, j'ai 45 ans, 50 ans, j'ai très très bien gagné ma vie, j'étais expat à Dubaï, on a nous beaucoup de clients qui sont expats aussi, où je suis médecin, spécialiste, où je suis entrepreneur, j'ai du cash et je veux investir à Paris, ça me semble avoir du sens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui à Paris, et c'est ce que je suis en train de faire moi, on peut mettre la main sur des projets extrêmement décotés. Le dernier que j'ai acheté,
Dans Paris. Je suis très content de ça. Dans le 20e, à côté de chez moi, parce que moi j'habite dans le 20e, je connais très très bien le secteur, sinon je me serais pas aventuré. Un secteur qui est en gentrification, ça veut dire que ça devient bobo. On voit les magasins qui ouvrent, c'est juste incroyable. Et c'est un secteur de report du 11e. C'est-à-dire que le 11e, c'était un secteur de report du Marais. Donc c'est assez marrant, c'est qu'en plus tu peux regarder. Moi, bon, j'ai des liens avec la mode en parallèle par mon ex-compagne qui est dans la mode, et je vois que dans la mode, il y a une communauté gay qui est très développée, qui était dans le Marais. Ça devient très cher. Ils se sont décalés dans le 11e. Énormément, j'en connais beaucoup qui sont installés dans le 11e. Ça fait monter les prix parce que ça devient bobo, ça devient chic. C'est un très très bon public d'habitants. Ils ont un pouvoir d'achat. Ils apportent de la sécurité dans le quartier. Il y a en général, quand tu vas dans le Marais, t'as pas de problème de sécurité, même pour les filles. Donc ça s'est déporté dans le 11e, qui devient trop cher. On se déporte dans le 20e, qui est un marché de report. Donc là, je parle de l'Est parisien. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les boutiques commencent à devenir de plus en plus bobos. On a des boutiques souvent les gens qui taquinent, ils disent des boutiques de graines, tu vois. Mais on n'en est pas loin, qui vendent du tofu, des graines, sans emballage plastique, tout ça. Donc c'est très bien. Et là, les prix commencent à monter et j'ai trouvé des opportunités. Moi, j'en ai acheté 2, là, coup sur coup. Un premier appartement de 88 mètres carrés à 5 900 € le mètre. J'étais hyper content. Oui, 20e. 3 chambres, en plus avec un plan parfait, et ça c'est très important pour moi. 3 chambres, 2 salles de bain, un dressing et un double salon, donc fabuleux. Beaucoup de travaux. Alors tout à refaire évidemment. Là c'est le prix d'achat, hein. Donc derrière je fais des travaux, je refais absolument tout, et en plus ça me permet de refaire ce que j'avais fait au tout début dans le 11e, c'est-à-dire je mets un parquet point d'Hongrie, je mets une belle cuisine, je refais tout vraiment avec des standards élevés, de manière à pouvoir louer sur un prix élevé demain. Et en descendant un jour, en suivant le chantier, j'ai des archis qui suivent le chantier, mais je passais sur le chantier, j'aime beaucoup faire ça. Je le partage sur Insta d'ailleurs, ce chantier. Et en descendant, le gardien me dit, on sait que vous êtes investisseur, il y a un autre appartement à vendre, est-ce que ça vous intéresse? Et là, je lui ai dit d'abord, de but en blanc, je lui ai dit, pas en ce moment. En ce moment, le contexte immobilier est compliqué. Je conseille d'acheter, mais moi, mon activité est liée à l'immobilier, donc c'est plus difficile de me financer en ce moment. J'avais déjà galéré pour financer celui-là à la banque. Et ils me disent, non, mais vous devriez vraiment regarder cet appartement, il est intéressant. Là, comme l'opportunisme. Donc, l'écoute et l'opportunisme. Là, je dis, ok, donnez-moi le numéro de l'agent. Il était 11h le matin. Je visite à 14h. Donc, l'agent m'en parle au téléphone. Là, tout de suite, je me dis, je veux le voir et je veux être premier. Et donc, je le visite à 14h. Effectivement, j'ai un coup de cœur. Il est mieux situé dans les étages. Il est mieux situé en termes de vis-à-vis. Enfin, pour moi, il est parfait. Il est vendu avec un parking directement accessible par l'ascenseur. Dans Paris, c'est charge électrique, le voisin de la place de parking à la borne Tesla. Moi, j'ai une Tesla, donc direct, je me dis enfin, je vais pouvoir charger machin. Et là, je me suis dit, je vais le prendre pour moi parce que le loft où je vis aujourd'hui a été éligible au Airbnb. Donc là, autre opportunité, je vais pouvoir le louer full time sur des niveaux qui s'approchent. Exactement. Donc là, du coup, j'ai acheté cet appartement à 5 500 € le mètre dans le 11e. J'ai encore mieux négocié. Comment j'ai fait pour négocier? Alors, si vous voulez négocier les prix aujourd'hui, ça, c'est un point qui me semble intéressant. Il faut être souvent capable d'être sûr de son financement ou de pouvoir acheter cash. Pour acheter cash, c'est compliqué. Donc, concrètement, aujourd'hui, les vendeurs, le marché n'a pas décroché complètement. Ça, c'est très important. Il a baissé légèrement à Paris, mais il y a quelques affaires à saisir de personnes qui sont obligées de vendre vite pour souvent des histoires de succession. Souvent, le schéma, c'est le même. C'est quoi? On a un vendeur qui vend un appartement parce qu'il a une succession, qu'il hérite. Il a malheureusement perdu quelqu'un et il a hérité du bien. Il doit payer des impôts. Ce qui se passe, c'est qu'il doit vendre assez rapidement. Il a en général entre 1 à 2 ans pour vendre, pour déboucler la succession. Souvent, il veut vendre d'abord sur des niveaux chers, il n'y arrive pas. Ensuite, il le vend une première fois, mais le financement va pas au bout. Parce qu'il a voulu vendre cher, le financement n'était pas sécurisé, les gens n'ont pas leur prêt, tout simplement, donc il est déçu. Et moi, le premier bien que j'ai acheté, il y a eu 2 refus de prêt avant. Donc là, il est désespéré, il doit payer ses impôts et surtout, il veut se débarrasser de ce fardeau. Il paye une taxe foncière, des charges sur un appartement vide. Donc le schéma, c'est vraiment celui-là. Et moi, j'arrive, ou l'investisseur arrive et il dit, je vais acheter sans conditions suspensives. Ce qui veut dire que je peux faire un prêt, mais si je n'ai pas le prêt, je suis obligé d'acheter. Et si je l'achète pas, je peux quand même ne pas l'acheter, mais je dois payer les 10% de pénalité. Le vrai risque, en fait, il est là. Donc là, un appartement j'ai acheté à autour de 500 000 avant travaux, 50 000 € de pénalité si je ne l'achète pas. Ok. Voilà. Donc tu prends une forme de risque pour être sûr de... Je prends une forme de risque pour pouvoir négocier plus fort, parce que comme il est sûr de se débarrasser, entre guillemets, du bien qu'il a sur les bras, il est sûr que je vais aller au bout.
Après, je le rassure, il faut le rassurer sur le dossier. Voilà qui je suis investisseur, voilà ce que j'ai fait. Voilà mon projet, j'ai déjà parlé à ma banque, voilà, montrer qu'on n'est pas un touriste. Et c'est comme ça que j'ai pu négocier ces deux biens-là. Je suis également en train d'acheter une maison avec Michael, celle-là, en région parisienne, un projet incroyable qu'on partagera. Soit on va faire de la promotion sur le terrain, c'est un secteur très patrimonial à Saint-Try-sur-Seine. Okay. Donc on achète une maison de 160 mètres carrés directement sur la Seine, et c'est une branche de la Seine où on peut faire du bateau, du wakeboard, etc. Okay. Se baigner, elle est saine, l'eau est de bonne qualité. Oui, parce que la Seine, c'est ce que j'allais dire. mais non, à cet endroit-là on peut faire ça, et donc là bon, c'est encore un autre projet, et c'est le même schéma. On m'a appelé. Un agent que je connais très bien m'a appelé. J'ai quelque chose à vendre là-bas. Je lui ai dit, écoute, c'est pas le moment. Parce que je voulais acheter une résidence secondaire, mais là, je lui ai dit, c'est pas le moment. Il m'a dit, Manuel, regarde le dossier, s'il te plaît. Je t'assure que ça va te plaire. Je regarde le dossier. Et ce qui n'était pas le moment, par opportunité, devient le moment. Et je me dis, je vais l'acheter. Donc là, j'en parle à Michael. Je dis, Michael, cet agent m'a appelé. Regarde ce que j'ai. Il me dit, c'est pas le moment. Je lui dis, regarde le dossier. Et là, comme d'habitude, en fait, on est des amoureux d'immobilier. Donc, on se projette et on se dit, il faut qu'on l'achète. Toujours les opportunités. Au final, il n'y a jamais de moment parfait et toujours être ouvert à chaque opportunité. Il faut être ouvert. Si vous ne pouvez pas sécuriser le financement et que vous n'êtes pas sûr, donc vous achetez pas sans condition, vous achetez avec condition de prêt et ensuite vous ramez. Et même si vous devez pousser beaucoup de portes de banque, je vous garantis que si vous accrochez et que vous vous battez, bah, ça va payer. Ce type de bien dont tu as parlé, par exemple, les personnes un peu pressées par la succession, qui doivent vite se débarrasser d'un bien, etc. Concrètement, comment tu les trouves? Parce que aujourd'hui, la plupart des gens, pour trouver un bien, ils vont plus chercher soit via une agence immobilière, soit sur le Bon Coin. Est-ce que toi, tu t'es plus constitué un réseau? Comment t'as fait pour se constituer ce réseau au final? Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour aller trouver ces fameuses opportunités qu'on ne trouve pas en cliquant directement sur Se Loger en un clic, quoi? Alors moi, c'est tricher. Nous, c'est notre métier. Notre métier, c'est de chasser des opportunités pour des clients. Donc on a des outils et j'ai surtout 60 chasseurs déployés dans les villes en France. Okay. Toute la journée, ils font que ça. Ils cherchent des affaires pour les clients et ils trouvent des pépites. C'est-à-dire que ce que moi j'achète, je suis pas magicien et parfois on me dit ouais mais toi c'est facile, t'es servi premier. Non, mes chasseurs m'appellent pas. Mes chasseurs appellent des clients. Okay. Sauf si je passe commande. Quand je leur dis là, je cherche une maison pour moi, en résidence secondaire en région parisienne, évidemment que là, ils vont me mettre sur le haut de la pile s'ils trouvent la maison que je veux. Ça a du sens. Mais ils vont pas m'appeler toute la journée pour me dire, ah, j'ai trouvé une pépite à Saint-Etienne, j'ai trouvé ça, parce que je peux pas tout acheter. Donc, ils m'appellent pas. Ils appellent les clients. Mais là, effectivement, quand je passe commande, comme c'était le cas ici, bah, ils m'appellent en priorité. Et donc, c'est le réseau de chasseurs. Et l'immobilier, c'est beaucoup du réseau. Alors que c'est souvent du off-market. Un agent immobilier a une succession. Bah, plutôt que de le diffuser et d'être harcelé, etc., bah, il va appeler directement mes chasseurs. Et il sait qu'avec ça, bah, on va pouvoir amener des clients solvables directement. Ok. Donc voilà. C'est de bien s'entourer, des bonnes personnes. Exactement. Essayer de développer des relations. C'est ça. Aussi, t'as pu mentionner un autre point, c'est que à un moment, j'ai parlé de travaux dans un appart à Paris que t'as pu acheter. Et t'as répondu comme si c'était évident qu'il y avait des travaux. Pour beaucoup de personnes, les travaux, c'est quelque chose qui leur fait très peur dans l'immobilier. Ils essayent justement d'éviter à tout prix, de chercher plutôt des biens neufs. On parle beaucoup, par exemple, pour des gens qui veulent investir leur premier investissement, des moyens de défiscalisation, du Pinel, par exemple, dans le neuf, des choses comme ça. Toi, tu as mentionné au début dans ta présentation que vous faites que l'ancien, tu fais beaucoup de travaux. Pourquoi tu conseilles plutôt de se diriger vers ce type de bien? Quels sont les avantages pour toi de ce type d'opportunité? Alors déjà, si on pouvait éviter les travaux, je les éviterais aussi. Les travaux, c'est... les Américains disent le pain in the ass, c'est vraiment c'est l'enfer, quoi. C'est le point le plus compliqué. Pourquoi? Parce que bah tu dépends de sociétés de travaux, tu peux avoir des découvertes quand tu casses un mur, un faux plafond, tu peux découvrir des choses. C'est jamais des bonnes nouvelles. Tu vas pas découvrir un coffre avec de l'or dedans, malheureusement. Tu peux découvrir une poutre pourrie et donc là il faut refaire la poutre et c'est compliqué. Le sujet en fait, c'est que pour négocier un bien, il faut pas qu'il soit vendu en bien coup de cœur. Un bien entièrement rénové coup de cœur, il intéresse 100% du marché. Il va intéresser les primo-accédants, il va intéresser les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont feignants et qui peuvent se permettre d'acheter plein pot. Et donc, toi, en tant qu'investisseur, bah, par définition, souvent, sur un bien vendu coup de cœur, tu pourras pas te positionner. Donc ça, c'est dans la grande majorité. Après, si tu peux acheter des côtés coup de cœur déjà rénovés, vas-y direct. Moi, en général, je trouve pas ça. Ouais, bonne chance. Donc, nous, en fait, les travaux, on se dit que c'est une opportunité parce que fiscalement, c'est intéressant. C'est-à-dire que on va amortir les travaux si on est au LMNP ou LMP. On va les amortir, ce qui veut dire qu'ils vont venir gommer du loyer imposable. Donc, on investit pour les travaux pour créer de la valeur et en plus, on va défalquer des loyers, donc on va économiser de l'impôt. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'avec les travaux, on sait ce qu'on va avoir.
L'inconvénient, c'est qu'on doit tout faire soi-même, s'embêter, que c'est compliqué. L'avantage, c'est qu'on choisit le cahier des charges. Donc là, par exemple, je vais mettre un parquet Pointe de Hongrie, je sais comment je vais refaire l'appartement pour le valoriser. Si demain je veux le vendre plus cher, je peux. Si demain je veux le louer plus cher, je peux. Alors que si j'avais acheté un bien dans un état bon, souvent c'est un parquet bas de gamme, il n'y a pas de goût, et je vais pas le casser parce que je vais avoir du mal à casser un truc qui est ok, mais en même temps je vais pas avoir un bien vraiment coup de cœur. Donc je vais pas maîtriser le cahier des charges. Voilà. Ok, très clair. Donc concrètement, les travaux au final c'est un moyen de faire prendre de la valeur au bien. Exactement. Pour la location ou pour la revente future. Et c'est également un moyen de savoir qu'on repart sur des bases saines. On sait que l'électricité va être aux normes. On va améliorer le DPE, qui est très important aujourd'hui. On va créer le coup de cœur avec la déco ou les matériaux employés, selon la gamme qu'on veut adopter. Et on va en plus déduire ces travaux. Donc en fait, c'est bénéf à tous les niveaux, sauf sur le niveau de la gestion. Et c'est pour ça que nos clients nous délèguent aussi la partie travaux. Et que moi-même, je fais appel à un archi parce que j'ai pas le temps aujourd'hui. Quand j'ai démarré, je t'ai dit que je l'avais fait. C'est un enfer. Donc j'ai pas le temps de faire moi-même les travaux. Aujourd'hui, je délègue. Et plus c'est délégué, mieux c'est. Et ça passe en charge. D'accord, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens, je pense, c'est assez obscur pour eux, parce qu'ils ont toujours l'idée qu'il faut faire les travaux eux-mêmes, comme ça ils feront moins de charges. Après, il y a quand même un gros point qui est tout, comme tu as dit, la gestion des artisans, des travaux, etc. Par exemple, si quelqu'un veut viser une ville de rentabilité plutôt bonne, mais qu'il habite à Paris, parce qu'il commence, il devra souvent gérer les travaux à distance. Donc là aussi, il y a tout cet aspect technique. Toi, comment tu recommanderais dans ces cas-là pour pouvoir gérer les travaux efficacement à distance? Alors, si on est à distance ou même d'ailleurs si on est sur place, il faut être très méfiant. Et je le dis là, je fais vraiment une grosse alerte. Aujourd'hui, les boîtes de travaux sont fragilisées par la crise. Hyper important. On a vu récemment des boîtes de travaux dont certaines qui étaient connues, qui en fait étaient des Ponzi, parce qu'ils encaissent les acomptes et ils disparaissent avec. Et donc, il faut faire très attention aujourd'hui, si vous voulez faire des travaux, à vérifier la solidité financière de la boîte. Ça, c'est hyper important, parce qu'on peut vite se faire voler des acomptes qui peuvent chiffrer et ça peut vous mettre dans la merde, tout simplement, financièrement. Donc, soyez prudents sur la sélection des boîtes de travaux. Toujours fonctionner par recommandation. Essayez de demander des garanties à la boîte de travaux, essayez de comprendre son pipe, de visiter des chantiers qu'elle a déjà réalisés, de voir aussi les finitions, bien évidemment, qu'elle est en mesure de vous livrer. Mais voilà, soyez prudents aujourd'hui plus que jamais sur les travaux, parce qu'on est dans une période de crise économique qui touche le secteur immobilier, mais pas que. Et ça touche aussi les boîtes de travaux qui peuvent disparaître du jour au lendemain en faisant disparaître des acomptes. Comment on sélectionne une boîte de travaux? Alors, je l'ai dit, on sélectionne une boîte de travaux en commençant par aller voir des chantiers qu'elle a réalisés et en regardant si ces chantiers existent, si les clients sont contents, si les finitions sont OK. Ça, c'est la première chose. On essaie de voir aussi sur société.com ou sur Papers, le site où on voit les infos sur les entreprises, depuis combien de temps elle existe. Ça peut vous donner des indications. Ensuite, on va lui demander bien évidemment ses garanties décennales. On va regarder que tous les corps de métier qui vont être assumés sont bien protégés, sont bien garantis par l'assurance. Et une fois qu'on a vu tout ça, on va voir quel est l'échelonnement, si vous voulez, des acomptes. Et une boîte que je ne veux pas citer, mais qui a été mise en liquidation récemment, qui était une escroquerie, qui voulait absolument bosser avec nous, elle prenait 70% d'acompte au démarrage. Ne faites jamais ça. Elle appâtait avec des prix travaux très bas et elle demandait 70% d'acompte au démarrage. Ça s'appelle un Ponzi. Les gars, si on vous demande 70% au démarrage, si les prix travaux sont bien en dessous du prix marché, ne croyez pas au Père Noël. Vous allez vous faire escroquer. Il y a un loup. Enfin voilà. Et le problème, c'est que souvent, l'erreur que font les investisseurs, c'est qu'ils veulent payer le moins possible en travaux, tout en ayant une qualité au-dessus. Ça n'existe pas. C'est qu'ils ne payent pas ses charges sociales, c'est qu'ils volent des acomptes, c'est qu'il y a un loup. Donc tu recommanderais plus de ne pas forcément s'arrêter au prix et de chercher plus vraiment la qualité? Il faut négocier le prix, mais la qualité a un prix. Et si on vous dit, si demain je te dis je te vends un sac Chanel et je te le vends à 300 €, est-ce que tu vas te méfier? Ah oui, évidemment. Tu vas dire attends, c'est quand même bizarre. Dans les travaux, c'est pareil. On va pas avoir une super qualité avec une boîte qui nous facture 500 € le mètre pour une rénovation complète. Ça n'existe pas. Et si on vous le dit, partez en courant. Ok. Voilà. Concrètement, tu as mentionné là en parlant de tous ces thèmes beaucoup d'expériences que tu avais eues, donc beaucoup d'appartements, de biens que tu as pu acquérir, etc. Si on parle un peu chiffres aujourd'hui, concrètement, combien de biens immobiliers tu as au total, tu gères, et ça s'estime à peu près un patrimoine à combien Tu parles de mes biens ou des biens des clients? De tes biens. Puis de ceux de tes clients. Ouais, alors nous on a acheté... c'est bizarre de dire ça, mais je saurais même pas dire le chiffre précis, mais je pense qu'on a environ un peu plus de 150 biens. Nous, parce que tu achètes souvent avec ton associé. Toujours avec Michael. Ok.
C'était plus simple pour pas séparer les choses, pour pas dire je prends ce bien là, tu prends celui-là, enfin, c'était compliqué. Donc et puis souvent on fait les projets ensemble, on est plus fort à deux aussi. Oui, clairement. Donc on a acheté environ 150 biens, je sais pas, le patrimoine, je dirais que c'est dur parce qu'en plus là les valorisations peuvent évoluer, mais un peu plus de 25 millions d'euros de valeur. Wow. Je pense. Félicitations. Merci beaucoup. C'est un beau parcours. Après c'est surtout le sujet de la passion. On le fait plus pour l'argent en fait au bout d'un moment, parce qu'on a assez pour nous, pour les générations futures. La question c'est on voit un bien immobilier, on se projette, on aime ce projet, un peu ce qui m'arrive là, et on veut aller plus loin parce qu'on aime voir des biens se transformer. Et aussi parce que la méthode marche. Là, les auditeurs, ils se disent, c'est des gros chiffres. Ça doit paraître parfois loin de leur réalité. Il faut que vous disiez, votre but, c'est pas d'acheter 25 millions d'euros d'immobilier à deux ou peu importe. C'est d'aller plus loin que ce pourquoi vous étiez programmé. C'est-à-dire que si vous travaillez, vous avez un travail qui vous plaît, et c'est tout ce que je vous souhaite, vous avez une capacité d'endettement. Le but, c'est de l'utiliser au maximum et d'aller même plus loin que la capacité d'endettement prévue par le HCSF pour vous. L'État français a un plan pour vous avec le HCSF, c'est 35% de taux d'endettement. Votre rôle, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en tant que passionné d'IMO, pour votre famille, pour vous, pour votre futur, c'est de faire exploser ce taux d'endettement et d'aller plus loin au-delà avec des projets rentables et vous endetter au max toute votre vie pour transmettre du patrimoine à vos enfants et pour vous payer des rêves. Parce que ça, à la fin, c'est de l'argent. Au début, on rembourse, donc on se rend pas compte. Mais au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a amorti et là, ça fait une énorme différence. Et là, du jour au lendemain, vous devenez riche. Et des rêves se réalisent. Des rêves de voyage, des rêves de voitures de sport. Chacun a ses rêves, quoi. Des rêves de sécurisation de sa famille. Moi, je viens pas d'une famille riche à la base. Et moi, mon truc, ma mère était assistante sociale. Mon papa bossait chez EDF. Et mes 2 sœurs sont dans le social. J'ai 2 sœurs. Moi, mon rêve ultime, c'était de me dire comment je peux faire en sorte que si mon neveu, donc le fils de ma sœur, qui est professeur des écoles à la campagne et qui gagne pas beaucoup, si le gamin veut faire HEC et qu'il a le potentiel de faire HEC, comment moi, je peux avoir le rêve de pouvoir l'aider financièrement juste là-dessus. Tu vois, ça compte. Clairement. Je vais te prendre un autre exemple. Cette même sœur, elle a 3 enfants. Donc, ils habitent près d'Agen, à la campagne. C'est ma grande sœur. Et le premier cadeau que je me suis vraiment fait et où j'ai kiffé de fou, c'est que je leur ai creusé une piscine. Ça m'a coûté 30 000. Une piscine creusée. Ils habitent à Villeneuve-sur-Lot. Ça coûte pas cher là-bas, ils ont une belle maison, ça coûte rien du tout. Beaucoup de soleil. J'ai 3 neveux et nièces donc qui avaient entre 4 et 10 ans. Les étés hyper longs. Les voir tous les jours dans la piscine que j'ai pu, grâce à mon immobilier, grâce au fait que j'ai entrepris, etc., que j'ai pu leur payer. Ça a plus de valeur pour moi que des montres que j'achète ou évidemment plus. Tu vois. C'est là que tu comprends pourquoi tu le fais au final. Et c'est ça. Et donc c'est trouver ta motivation. Ça peut être les voyages, ça peut être faire plaisir à ta famille, ça peut être sécurisé parce que tu dis si moi je disparais demain, je sais que mes enfants ont quelque chose. Et voilà, c'est pour tout ça qu'on fait de l'immobilier. Aujourd'hui, toi du coup, tu as quand même un patrimoine impressionnant, tu as donc tout ce réseau. Il y a beaucoup d'opérations qui ont été faites aussi avant la période post-Covid. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont quand même en tête l'augmentation des taux, le fait que c'est beaucoup plus dur d'avoir un crédit à la banque. Personnellement, par exemple, je visitais des appartements l'été dernier donc dans ma ville à Nîmes et beaucoup de personnes me disaient mais pourquoi tu visites maintenant alors qu'avec les taux, c'est absolument pas rentable. Est-ce que tu penses que c'est un frein à quelqu'un qui voudrait aujourd'hui se lancer dans l'immobilier, le fait que les taux s'approchent des 5% sur 25 ans, que les crédits soient de plus en plus durs à avoir? Est-ce que c'est encore possible au final de faire tout ça pour quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui? Alors, je sais pas moi quand j'ai vu l'augmentation des prix à Paris, je me rappelle, on était en 2014 quand j'ai acheté mon premier bien. Et j'avais un très bon copain qui s'appelle Fabio. Fabio, si tu nous regardes, je te salue. Qui est brillant et qui depuis a acheté pas mal d'IMO. Et à l'époque, j'achète mon premier bien et il me dit, mais non, on est à 6 000, 7 000 euros à Paris. J'attends que ça baisse. 2 ans après, les taux baissaient, les prix montaient. Et 2 ans après, mon copain Fabio achetait à 9 000. Tu vois? Parce qu'il avait attendu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a toujours une bonne excuse de pas investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, c'est les taux qui sont trop hauts. Hier, c'était les prix. Et en fait, c'est des vases communicants. Moi, mon conseil, c'est qu'aujourd'hui, vous allez acheter et investir dans l'immobilier en négociant fortement comme je vous l'ai appris, juste avant, en vous expliquant qu'il fallait chercher des successions, etc. Vous allez négocier les prix, vous allez acheter un très bon prix, un meilleur prix qu'il y a 3 ans, voire bien meilleur, ça dépend des secteurs.
Vous allez emprunter à 5%, sauf que les taux vont repartir à la baisse. Moi, mon hypothèse, et j'en suis convaincu, à partir de 2024, à partir du fin de deuxième trimestre, ça recommence à baisser. Ça rebaissera et on va finir à 2,5% d'ici, alors ça va peut-être prendre 2-3 ans. Dans 2-3 ans, votre taux à 5%, vous allez le renégocier. Puisque, comme je l'ai dit, vous avez le droit de faire une clause de mutualité, ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est prévu au contrat de prêt pour les prêts personnels. Vous avez la possibilité de renégocier avec seulement 2 trimestres d'intérêt de pénalité, ce qui est rien. Vous allez renégocier, donc de faire racheter, pardon. Pas de renégocier, de faire racheter, ou de renégocier avec votre banque actuelle. Donc vous allez acheter pas cher grâce à la crise de l'immobilier. Vous allez profiter de cette crise en 2024 et vous allez renégocier votre taux quand il va baisser plus tard. Vous aurez gagné sur les 2 tableaux et vous serez encore plus rentable que les gens qui ont investi avant quand les taux étaient à 1%. Voilà mon conseil. Et c'est ce que je m'applique à moi-même. J'emprunte aujourd'hui à 4,5% sur 20 ans. Et je sais que je vais renégocier les taux quand ils repartiront à la baisse. Donc je suis confort avec ça. Oui, j'aurais payé 2 ans des intérêts plus élevés. Autre point très important. Aujourd'hui, sur les taux, on emprunte aujourd'hui à 4,5-5%. Sauf qu'en réalité, les intérêts d'emprunt passent en charge au LMNP réel. Donc ça dépend de votre TMI, ça j'ai des vidéos moi sur la fiscalité LMNP. Mais selon votre TMI, en réalité, l'augmentation du taux de 1% à 4%, donc vous payez plus 3% de taux d'intérêt, voilà. Eh bien en réalité, c'est beaucoup moins l'augmentation. Si vous avez une TMI à 30, c'est comme si vous aviez pris plus 1,5%. Parce qu'il y a la fiscalité, vous économisez la moitié des intérêts. Okay. Tu me suis là-dessus ou pas? Je sais pas si je suis clair pour les auditeurs. Clairement. Donc en vérité, il y a le premier effet, c'est que déjà aujourd'hui ça vous coûte pas ça parce que ça vient gommer des loyers imposables, ça passe en charge. Deuxièmement, vous allez renégocier quand ça va rebaisser. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, vous allez pouvoir faire des bonnes affaires grâce à ça, acheter moins cher de l'immobilier et vous créer un plus gros parc. Donc tu as beaucoup mentionné le statut LMNP. Donc juste pour repréciser pour ceux qui connaissent pas, c'est un statut fiscal dans de l'ancien qui permet donc de déduire des charges liées à la location, donc de son revenu imposable, et aussi de profiter du concept d'amortissement. Exactement. On parle beaucoup en ce moment de ce statut dans l'immobilier. Enfin, on en parle déjà depuis quelques années parce que apparemment il pourrait peut-être être interdit ou du moins supprimé par le gouvernement. Est-ce que si ça arrivait, tu penses que ça serait une catastrophe un peu pour le domaine de l'investissement immobilier, ou est-ce que il y a toujours des plans B, il y a toujours des possibilités de s'adapter? Est-ce que tu penses que c'est sage de tout baser sa stratégie sur un statut fiscal qui peut changer au final? Alors, tu as tout à fait raison. Le LMNP, déjà, ça fait des années qu'on nous dit qu'il va être supprimé. Et moi, ça fait des années que j'en profite. Donc là, toujours pareil, à avoir la peur de ce qui va se passer dans le futur, on n'agit pas dans le présent. Et ça, c'est un vrai problème. Je vois des gens, depuis 7 ans que j'investis, qui me disent « Ouais, mais peut-être que ça va changer. Bah, je bouge pas. J'attends. » Pendant ces 7 années, j'ai pas payé d'intérêt, j'ai pas payé d'impôt sur mes revenus locatifs LMNP et j'ai développé un patrimoine conséquent. Donc, agissez. Au final aussi, tu as beaucoup, du coup, mentionné dans tous nos échanges, donc quand même beaucoup de contraintes. Il y a le fait négocier un bien, monter un bon dossier de financement, gérer les travaux, optimiser la fiscalité, les opportunités. Ça fait beaucoup de choses au final. C'est un métier. C'est clairement un métier parce que il y a un point que je voulais aborder avec toi. C'est aujourd'hui, moi, je parle beaucoup d'investissement, d'éducation financière, et dans l'investissement, il y a un terme qui est super à la mode, c'est revenus passifs. C'est ces fameux revenus qui tombent sans rien faire tous les mois. C'est beaucoup associé avec l'immobilier. En mode on achète un appartement et ensuite on le met en location et boum, on prend 500 € tous les mois et on reste à la plage. Mais au final, est-ce que pour toi l'investissement immobilier c'est pas vraiment une activité entrepreneuriale qui est pas forcément faite pour tout le monde? Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour moi, l'immobilier c'est vraiment comme une fusée. Donc il y a 2 phases. Il y a la phase décollage où il faut injecter beaucoup de carburant pour faire décoller ta fusée. Donc chaque projet immobilier est une fusée. Et ensuite ça tourne tout seul, c'est en orbite. Et là tu t'enrichis sans rien faire. Donc si tu me dis est-ce que être rentier avec l'immobilier c'est quelque chose de réel? Oui, parce qu'une fois que tu as mis en place les projets, ça tourne vraiment tout seul. Il y a très peu de gestion. En revanche, il faut injecter beaucoup de carburant, beaucoup d'efforts, beaucoup de technicité ou alors déléguer sur la phase initiale, la phase de décollage et de mise en place du projet. C'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'au final, toi qui as fait beaucoup d'entrepreneuriat, c'est pas un peu comme tous les projets entrepreneuriaux? Au début, mettre énormément d'implications pour ensuite, petit à petit, avoir l'opportunité de déléguer de plus en plus et lâcher un peu prise? Alors oui, sauf que là, j'en parlais justement juste avant avec un entrepreneur du web qui a une très belle boîte d'ailleurs et qui fait et de l'immobilier et du web. Alors, rien à voir. Enfin, lui, il a des sites qui sont dans la cuisine, etc. Donc rien à voir. Et il me disait, contrairement à l'immobilier, les projets web ne tournent pas tout seuls.
Il faut être derrière les équipes beaucoup plus. Alors que l'immobilier, la location, tu peux le déléguer à une agence locale, ça va se faire. Si tu as un site web, si tu es entrepreneur, tu vas rarement avoir un business qui tourne tout seul sur du long terme et tu vas souvent devoir être derrière. Donc non, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus passif. L'immobilier, en revanche, un business web se paye en 5-7 ans. Alors qu'un bien immobilier, en général, se paye en 20 ans. Donc t'as plus de rentabilité si tu as du succès dans le web, par exemple, mais ça nécessite d'être derrière, d'être au fourneau et de travailler pour ça, beaucoup plus. Si on sort un peu du scope de l'investissement immobilier, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même réussi à fonder avec ton associé un patrimoine assez conséquent, etc. Donc je suppose que peut-être tu es allé dans d'autres aussi types d'investissement, d'autres classes d'investissement. Ouais. Est-ce que toi, tu as des types d'investissements sur lesquels tu investis particulièrement? Peut-être des entreprises ou en bourse, je ne sais pas. Ouais, c'est une bonne question. Déjà, j'ai des investissements que je classe investissement plaisir, mais qui restent de l'investissement. J'achète des montres. Okay. Je me suis fait une collection de montres, tu vois, et moi, je l'ai dit au départ, je viens pas d'une famille aisée à la base. Classe moyenne, hein, j'ai manqué de rien. Et surtout pas d'amour, c'est ça qui est le plus important. Mais mes parents, mon papa s'en fout des montres. Il a pas de montres et on m'a rien transmis d'objets familiaux, et j'ai voulu faire cette collection de montres pour moi et aussi en me disant plus tard, trop cool. Mon fils d'ailleurs, il adore les montres, là il a une montre Spider-Man, il en est fier, il la montre et il commence à aimer mes montres. Il me dit mais papa, je voudrais la même que toi. Je voudrais un bracelet comme le tien. Mon bracelet Spider-Man, il est pas comme le tien. Bah oui fils, moi c'est une Rolex. Toi c'est de mon Spider-Man en plastique. Forcément, c'est pas la même. Mais tu vois, j'ai commencé à me faire une collection et je me suis dit ça reste un actif. Donc je dépense, mais c'est pas une dépense, ça reste un investissement. Je pense pas faire forcément une plus-value, mais je me dis j'allie plaisir parce que je les porte mes montres et derrière je vais en plus avoir une valeur, si j'ai besoin je peux revendre. Donc j'ai acheté des montres. Je me suis fait une collection. Là aussi j'ai eu de la chance sur le timing. J'ai acheté beaucoup avant la crise, l'absence de Rolex. Et j'ai eu la chance d'avoir plein de modèles au départ, avant qu'ils arrêtent parce qu'il y a eu un gros frein sur la production avec des prix qui ont explosé. Donc j'ai fait ça. J'ai fait un petit peu de bourse évidemment. J'ai investi en bourse sur différentes valeurs et aussi sur des ETF en passif. J'ai acheté de l'or avant la guerre en Ukraine. J'avais dit à mon associé, j'ai même fait des vidéos sur la chaîne YouTube en disant l'or physique c'est mieux que le cash. Et j'avais peur en fait que l'euro puisse à un moment se dévaluer avec l'histoire du Covid. Donc j'ai acheté pas mal d'or, plusieurs centaines de milliers d'euros d'or qui sont détenus dans des coffres en Suisse par le biais d'une société spécialisée et en France dans 2 sites différents. Enfin, ils sont déclarés, hein, mais c'est que la société te propose des pays. Tout est déclaré, bien sûr. Voilà, tout est légal. Hein, je le précise quand même, parce que quand on dit Suisse, l'or physique. Donc là, j'ai acheté les louis d'or. C'est c'est ce qu'il y a de plus liquide. Donc j'ai acheté des louis plutôt que des lingots. Donc par exemple, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté des cryptos avec plus ou moins de succès, surtout moins sur la dernière vague. Là, je suis rentré. Donc j'ai acheté des cryptos, même si ça c'est plus ce que je peux perdre, donc je mets des sommes plutôt petites. Et j'ai fait un peu d'investissement en start-up, j'ai investi dans 2 start-up et je vais investir dans une 3e bientôt. Mais là c'est pareil, je cherche pas à faire un multiple, c'est plus par plaisir sur le projet. Si ça marche, que du bénéfice. Voilà, si ça marche, tant mieux. Et je mets pas des sommes qui sont considérables pour mon patrimoine, c'est à la marge, c'est plutôt pour m'amuser, tu vois. Et après je place sinon ma trésorerie en compte à terme en ce moment, avec des rendements à 3,5% sur un mois. Voilà. Tu peux faire ça quand tu as une entreprise. Et donc, au moins, c'est de la bonne gestion. Mais je fais pas plus que ça actuellement. Aujourd'hui, là, tu es encore super jeune. Tu as développé déjà plusieurs business qui marchent très bien. Tu as plein d'investissements super diversifiés, comme tu viens de nous dire. C'est quoi un peu tes projets pour la suite? Est-ce qu'au final, quand on en arrive là, quelle est la vision plus long terme de tout ça? Est-ce que tu as d'autres idées d'entreprise? Est-ce que peut-être que tu te dis que l'immobilier, à terme... tu sortiras, ou est-ce que c'est vraiment la passion pour toujours? Alors l'IMO c'est la passion, moi j'ai 2 passions, j'ai l'IMO et le web. Okay. J'adore le web, le marketing web, c'est mon truc. C'est d'ailleurs ce que je fais aussi au sein de l'entreprise. Donc non, l'IMO je vais évidemment pas arrêter. En revanche, oui j'ai d'autres projets. En fait nous ce qu'on aime c'est développer. Et ça c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Souvent on nous dit ouais Manuel t'as gagné beaucoup d'argent, tu gagnes beaucoup d'argent. Et puis c'est tabou en France en plus. T'as une réussite, les gens sont jaloux, ils disent regarde il a acheté une montre machin. En fait heureusement que je peux me faire plaisir. Je travaille comme un chien depuis 10 ans. Puis même j'ai pas à me justifier. J'ai eu la chance que ça marche. J'apporte de la valeur à mes clients. Ils me le rendent en nous payant une prestation. Et voilà, ça marche. Et j'investis dans l'immobilier. Et ça marche, voilà. Le projet, c'est de développer. En fait, si on a construit autant de patrimoine immobilier et si on a développé autant les entreprises, c'est parce qu'on aime développer. On aime ça, pas pour l'argent. On aime ça parce qu'on aime voir un projet se développer, devenir grand. Que ce soit sur de l'IMO
ou que ce soit sur l'entrepreneuriat. Et donc, si vous êtes animé par ça, bah vous vous battrez avec vos tripes, mais positivement. Alors que si vous tout ce qui vous intéresse, c'est de devenir riche, ce sera pas une bonne motivation en fait. Parce que vous allez pas réussir dans l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui veut juste devenir riche, il est pas passionné par son projet, il donne pas assez d'énergie et ça ne marche pas en général. Des motivations plus profondes. Quelqu'un qui aime ce qu'il fait, quelqu'un qui a envie d'apporter de la valeur à ses clients, quelqu'un qui a des motivations plus profondes, comme tu le dis, et va réussir ses projets, va aller beaucoup plus loin. Et l'argent est une récompense. Mais c'est pas le nerf de la guerre, en fait. C'est le nerf de la guerre parce que ça arrive quand on a bien travaillé et que ça vient. Warren Buffett qui parlait de ça et qui disait que pour lui, c'était que des chiffres. Il a toujours la même voiture, toujours la même femme, toujours la même maison. Mais qu'en fait, quand il regarde les chiffres sur le compte, si l'argent monte, c'est l'indicateur pour lui de satisfaction qu'il a bien travaillé puisque son job c'est de développer, voilà. Et c'est un peu ça l'entrepreneuriat, c'est que l'argent, bah, c'est ce qui dit arriver au bout. Oui, ton truc a validé, t'as eu des clients, etc. Ça marche. C'est une métrique de succès au final. C'est une métrique de succès qui est importante aussi parce que bah il en faut pour vivre, il en faut pour payer les équipes, il en faut pour développer le business, mais c'est pas après ça qu'on court. Et voilà. Donc nous, l'objectif c'est de faire une boîte beaucoup plus grosse parce qu'on aime développer. Continuer à développer investissementlocatif.com. On a lancé Reno, un cabinet d'archi qu'on développe aussi. Et donc continuer à faire grossir ces business-là, peut-être d'autres business, et puis continuer à l'immobilier avec des projets peut-être de plus en plus gros. Là, on va faire cette résidence secondaire en région parisienne. Donc ça, c'est du kiff, on est content. Et peut-être acheter demain un château ou des choses comme ça. On a des projets sur le feu. Aujourd'hui, imaginons là pour finir qu'il y a un auditeur qui nous écoute, plutôt jeune, qui pour l'instant est super inspiré par tout ce que tu dis, mais qui pour l'instant n'a pas beaucoup de connaissances, il n'a pas 50 000 euros de côté, il a un revenu classique, il part de pas la situation de rêve, et il aimerait se lancer dans l'investissement. Qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui pour commencer aujourd'hui ? Alors la première chose, c'est que souvent quand on regarde sur Internet, sur YouTube, des gens qui ont réussi, des gens qui peuvent vous inspirer, souvent ces gens-là, on voit le parcours qu'ils ont aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va dire lui c'est facile, il a tout ce patrimoine, mais moi je pourrais jamais. On va regarder Yomi, on va regarder des gens qui ont beaucoup de réussite, on va se dire non ils sont trop loin de moi. En fait tous ces gens-là ont démarré de zéro, ont démarré par un premier projet. Donc vous pouvez le faire. Pas forcément aller aussi loin, mais vous pouvez démarrer et vous devez démarrer pour vous. Premier conseil, démarrez aujourd'hui. Arrêtez de repousser. Ne vous dites pas j'aurais dit bien dans 5 ans. Dites-vous comment je peux avoir un bien dans le prochain mois. C'est ce que j'appelle moi la technique des petits pas. Comment je peux avoir mon premier bien dans 2 mois, avoir acheté mon premier bien dans 2 mois, m'être positionné, être en cours de projet. Pour ça, je découpe mes actions. 1, il faut que je cherche des biens sur les sites, que je fasse du réseau avec les agences. 2, il faut que je consulte des banques. 3, il faut que je fasse une offre et que je négocie. 4, il faut que je signe chez le notaire. Et si on fait une succession de petites actions, c'est beaucoup plus facile que de se dire il faut que j'ai dit bien dans 5 ans. Ça, tu n'y arriveras pas. Ok. Deuxième chose, il n'y a pas que des biens à 1 million d'euros à acheter. Si tu as peu d'épargne, si tu as un salaire de personnes qui démarrent dans la vie, c'est déjà très bien. Tu as une capacité d'endettement. Essaie de regarder soit dans ta ville, soit autour, d'acheter et de financer en expliquant que ça va être ta résidence principale, même si ça ne sera pas le cas. Dans une zone, si tu es à Paris, ça va être compliqué, donc tu vas regarder en région parisienne. Si tu es dans une ville où l'immobilier est moins cher, tu peux regarder un bien à 80 000 euros, 100 000 euros. Tu vas pouvoir le faire pour démarrer. Tu vas chercher rentable, tu vas écouter les conseils de Thomas, tu vas écouter nos conseils et tu vas trouver un bien rentable et tu vas faire ta première opération. Tu vas la faire tout de suite, enfin tu vas te lancer tout de suite. Tu vas pas te dire les taux sont trop élevés, les prix sont trop chers, si ça, il fait froid, c'est l'hiver, c'est l'été, il fait trop chaud, je verrai ça après les vacances. Tu te lances tout de suite, tu apprends et tu exécutes et tu passes à l'action. Et là tu vas mettre ta première fusée en route, cette fusée qui va être ensuite mise en orbite et qui va te permettre d'en lancer une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. C'est ça le conseil, c'est vraiment de démarrer. Se lancer. Se lancer directement, fixer des objectifs, des actions claires et essayer d'avoir un plan derrière. Exactement. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore d'avoir accepté de venir nous partager ton expertise, ton parcours. Je suis sûr que ça en a inspiré plus d'un. Et j'ai beaucoup appris aussi aujourd'hui avec toi. Donc c'est toujours super intéressant. Merci de l'invitation. Si y a des personnes qui veulent te suivre, te contacter, est-ce que tu es présent sur plusieurs réseaux sociaux ? Ouais. Quelles sont tes préférences ? Alors on a la chaîne YouTube Investissement Locatif, c'est facile. Vous pouvez me suivre sur Instagram, m'écrire sur Instagram, sur @Manuel Ravier sur Instagram et également sur LinkedIn. Manuel Ravier aussi sur LinkedIn. Ok, super. Vous avez plus d'excuses maintenant pour plus vous lancer. Vous avez tous les éléments en tête. Vous savez où vous former. Vous savez par où commencer.
vous avez des éléments. Aujourd'hui, là, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Sur Spotify, Apple Music, mettre 5 étoiles, vous abonner. C'est des petites choses pour vous, mais ça soutient énormément la chaîne, ça soutient énormément mon travail. Donc, un grand merci par avance. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bye. Abonnez-vous et lancez-vous. Bye.